qu'on sait, c'est que Kylian Mbappé il s'est rendu à Stockholm du 9 au 11 octobre pour être exact. Il a quelques jours qui sont accordés par son club, le Real Madrid. Il est accompagné de son assistante personnelle, de son garde du corps et de Nordi Mukiele, qui lui aussi est un joueur passé par l'équipe de France et qu'il connaît notamment du Paris Saint-Germain. Mbappé séjourne au Bank Hotel, c'est un palace situé dans le centre-ville. Et d'après certains médias, Nordi Mukiele connaît beaucoup de monde sur place. C'est lui qui organiserait une partie des soirées. Donc les amis dînent dans un hôtel le 9 au soir. Ils se rendent en boîte de nuit et pas n'importe laquelle. Ils vont au V, une boîte de nuit présentée par les propriétaires comme un haut lieu de la vie nocturne de Stockholm, qui est dite une adresse légendaire et intime. Le lieu d'ailleurs pour ce soir-là est fermé au public. Il est privatisé pour l'occasion. Ouais, et je crois qu'il est bien connu des gens qui ont beaucoup d'argent et de la jet set, hein, y compris Exactement. dans les milieux du sport, quoi. Le lendemain, rebelote, même programme, restaurant et boîte de nuit. Alors voilà, on sent qu'il prend du bon temps. Kylian Mbappé, il a le droit, on le rappelle. L'attaquant donc et ses amis fêtent l'anniversaire d'une connaissance. Entre 20 et 30 personnes seraient présentes, en majorité des femmes jeunes, suédoises. Mbappé danse, il joue au tennis de table parce que oui, il y a une table de ping-pong qui est présente dans la boîte pour l'occasion. Alors selon une source donc confidentielle qui est citée donc par l'Expressen, un des deux journaux justement suédois, les convives ont été priés de laisser leur téléphone à l'entrée. C'est ce qui se passe très souvent dans ces soirées-là pour des questions de confidentialité. Et Kylian Mbappé qui trace son hôtel du coup le lendemain à 14h30 direction la Corse pour continuer son séjour et se reposer. C'est une fois sur l'île de Beauté qu'il voit qu'il voit que la machine s'est emballée. Un viol a été commis au Bank Hotel alors même que l'attaquant du Real Madrid était présent. Pour le moment, on ne sait pas du tout du coup si c'est lui. On le rappelle, la procureure confirme une enquête pour viol, mais ne prononce jamais à aucun moment le nom du joueur du Real Madrid. Les avocats du joueur confirment en ce moment dans les médias français n'avoir reçu aucune plainte dirigée contre Kylian Mbappé. Il ne sait même pas de quoi on parle. Ouais, et Kylian Mbappé avait réagi aussi. C'est lui qui a en remis un peu d'huile sur le feu, si je puis dire. Mais en même temps, il voulait se défendre en disant que tout ça pouvait être, tiens, comme par hasard, ça avait lieu au moment où il y avait une audience. Exactement, une audience sur son litige avec le Paris Saint-Germain, quoi. Et c'est assez rare, en tout cas, de voir les joueurs utiliser apparemment eux-mêmes leurs réseaux sociaux et dénoncer du coup une fake news. Et donc cette enquête serait dirigée, en tout cas, ces fuites dirigées par le Qatar et par le PSG à son encontre. Bon, il y a certains auditeurs qui se demandent, qui disent mais pourquoi il y avait une table de ping-pong? C'est que c'est un jeu un peu particulier, le ping-pong. C'est-à-dire que derrière, il y a des verres d'alcool qui circulent, quoi. Alors ça, c'est le beer pong, Patrick. Et on n'est pas, en tout cas, pour le moment, il n'y a aucune source qui indique que ce serait un beer pong. Ce serait vraiment une table de ping-pong qui serait disposée dans la table de nuit. Et Kylian Mbappé aime beaucoup ce sport. Donc du coup, il y aurait joué tranquillement avant de retourner danser. Voilà, c'est ça. Elisabeth Lévy, vous êtes là pour notre débat face à Thomas Guénolé. Dans un instant, vous vouliez réagir à cette histoire à Mbappé. Vous avez appelé le 0826 300 300, comme Ludovic. Exactement. Et j'écoute tous les jours Sud Radio. Et donc, je suis excédé par cette nouvelle histoire. On sait très bien que ces gens, sont des cibles absolument faciles. D'abord parce que ils sont et les femmes se jettent un peu sur eux dès qu'ils arrivent quelque part. Deuxièmement, c'est assez facile de monter un chantier. On l'a vu dans l'affaire argentine. Et troisièmement, Mbappé m'énerve notamment depuis son petit ange de Naël. Mais il est présumé innocent. Deux, il s'est défendu parce que quand vous mettez une information avec le nom de Mbappé, elle fait le tour du monde. Françoise disait qu'en plus le Qatar avait des fermatrolles, mais ça je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais si, je sais que c'est vrai, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais et en plus, pour terminer, je vois les perles à morale, dont vous, cher Patrick, qui nous explique qu'ils ne devraient pas aller en boîte de nuit, pas trop boire, pas ceci, pas cela, non, je blague, mais il y a ça derrière, il y a, ils font des soirées à Rouge, mais j'en ai marre, le plaisir... Non, attendez, Elisabeth Lévy, il est capitaine de l'équipe de France, c'est lui-même qui a dit que cette équipe de France devait être exemplaire. Il n'est pas venu avec l'équipe de France alors qu'il y avait 2 matchs en fait officiels. Il a préféré aller en boîte de nuit à Stockholm pour fêter un anniversaire. Donc je sais pas, mais bon. Moi je pense que capitaine de l'équipe de France, c'est pas patron de la DGSI. Excusez-moi. Non, c'est vrai. Il gagne beaucoup plus d'argent. J'en ai assez un peu de l'idolâtrie, des exemples. Non, c'est des exemples pour le sport, pas pour la morale, pas pour la vertu, pas pour. Quelque part, quand il y a de l'argent, il y a de la morale.
morale, et par ailleurs, j'en ai assez de ces histoires. Aller en boîte de nuit, c'est mal. Boire, c'est mal. Non, mais c'est pas ça. Si, parce que pour le rugby, vous voyez bien que la fédération est en train de mettre des règles pour que les joueurs de rugby n'aient plus le droit d'aller boire. Thomas Guénolé, vous êtes arrivé pendant cette discussion. Il y a eu une troisième mi-temps, peut-être. Non. Vous voulez ajouter un mot ou pas sur cette histoire? Sur toute cette histoire-là, très peu de choses. Franchement. Très peu de choses. Là où j'ai tout à fait un point de convergence avec Elisabeth, c'est que je n'attends des sportifs de haut niveau que d'être excellents sportifs. Je n'attends pas de plus que ça. Voilà. À part bien sûr respecter la loi, ça va de soi, mais c'est pas notre sujet en l'occurrence. Voilà, ça me paraît important d'arrêter de prendre les sportifs de haut niveau pour ce qu'ils ne sont pas. Ce sont des sportifs de haut niveau. Point. Pas des exemples, il y en a marre des exemples partout, les exemples politiques. Voilà, je m'attends pas à ce qu'un footballeur me donne des leçons de vie ou de morale ou d'exemplarité, parce qu'en fait, c'est pas son boulot. Ce n'est pas son boulot. Oui, vous peut-être, mais beaucoup de jeunes et de gamins qui regardent en fait ces joueurs, en revanche, ils voient en fait un côté exemplaire. Ça vous a échappé à tous les deux. Mais non, mais ils sont pas idiots ces gamins. On n'a qu'à leur dire, leur proposer. Ils sont pas idiots. On n'a qu'à leur proposer d'autres exemples. On n'a qu'à leur proposer d'autres personnages. Il me semble qu'il y a d'autres exemples. Pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, Naruto et One Piece sont beaucoup plus importants que Kylian Mbappé. Et il y en a qui veulent tous être. Si il y a beaucoup de filles qui veulent être influenceuses, on va leur dire c'est des exemples les influenceuses. Ça dépend d'influenceuses. Ça dépend d'influenceuses. Ça n'empêche que. Oui, c'est mon nouveau job. J'ai décidé. C'est ça. Allez, dans un instant, nous allons revenir sur avec vous Thomas Guénolé et Elisabeth Lévy, 4 ans après l'assassinat de Samuel Paty. Est-ce que les choses ont changé face à une montée d'une certaine radicalisation de l'islam radical? On va l'aborder dans ce débat, et vous au 0826 300 300, la vérité en face, on se dit les choses. Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Il est un peu plus de 17h dans ce quartier résidentiel d'Erani. Un équipage de la BAC vient de localiser l'homme qui a décapité l'enseignant. Quelques instants plus tôt, il assassinait Samuel Paty à la sortie des classes. Le professeur d'histoire de 47 ans quittait le collège du Bois d'Aulne pour rentrer chez lui à pied lorsqu'il a été attaqué dans ce lotissement, à 400 mètres seulement de l'établissement. Voilà, quand on écoute cela, ça fait froid dans le dos. Bien sûr, c'était il y a 4 ans. Samuel Paty assassiné. Il y a eu un hommage en ce début de semaine à Samuel Paty ainsi qu'à Dominique Bernard. Il y a eu des incidents, 78 recensés dans les collèges et lycées. C'est moins que par le passé. La sœur de Samuel Paty, Michael Paty, estime qu'il n'y a eu ni réveil ni sursaut depuis l'assassinat de son frère, ce qu'elle écrit dans un livre, depuis l'assassinat de son frère par un islamiste radicalisé. Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé. Thomas Guénolé, est-ce qu'il n'y a pas eu de, comme elle le dit, Michael Paty, de réveil et de sursaut face à l'islamie, à la radicalisation d'un certain islamisme? Alors, ça va être un sujet difficile ce matin. Oui. Je préfère mettre les pieds dans le plat tout de suite. Est-ce qu'on peut foutre la paix aux Français de confession musulmane? Est-ce qu'ils peuvent arrêter de servir de punching ball tous les 4 matins? C'est fatigant. Le livre le plus commandé en ligne par les djihadistes qui partaient en Syrie pour rejoindre Daesh, c'est une enquête d'American Press il y a quelques années, c'est le Coran pour les nuls. Je le répète, le Coran pour les nuls. Autrement dit, on n'a pas affaire à des gens qui sont musulmans et ensuite de plus en plus musulmans, de plus en plus observants, et au bout de leur foi musulmane, à force d'être de plus en plus musulmans, ils deviennent radicalement musulmans, et au bout de la radicalisation musulmane, il y a d'être terroriste. Ça, c'est l'idée débile à la Capelle, je le dis comme je le pense, c'est-à-dire que plus on est musulman, plus on est terroriste, puisque radicaliser le fait d'être musulman aboutit à poser des bombes. C'est une sottise. Voilà. Bon, je viens de vous le démontrer à l'instant. Non, mais c'est important. Non, tu n'as rien démontré. C'est important. C'est important. Les gens qui partent. Ouais. Je vous ai dit tout à l'heure, le livre le plus commandé par les gens qui partaient rejoindre Daesh, c'est le Coran pour les nuls. Donc ne me dites pas que c'est des gens qui, en étant de plus en plus musulmans, deviennent terroristes. Ce n'est pas vrai. C'est le contraire. Oui, attendez, chacun son tour. C'est le contraire. C'est que vous avez des gens qui, pour des raisons dont on peut débattre, et moi je suis tout à fait pour, qui veulent tuer, et qui
trouve une cause pour ça. Ça se fait dans ce sens-là. Je crois, c'est le Trévidic qui disait que si à une autre époque ils auraient été d'ultra-gauche, à une autre époque ils auraient été indépendantistes, ceci ou cela, c'est pas une radicalisation de l'islam. C'est une conversion à l'islam d'un type qui est déjà radical dans sa violence. Et j'ajoute, parce que ça me paraît important de le dire, les Français de confession musulmane n'ont pas besoin de se désolidariser du terrorisme puisqu'ils n'en ont été jamais solidaires. Je pense que c'est important de le rappeler. Bon, Thomas Guénolé, Elisabeth Lévy. Écoutez, heureusement que j'aime beaucoup Thomas parce que là je suis consterné parce qu'en réalité, toute notre démission, tout notre échec, toute notre faillite devant l'islam radical, je ne dis pas l'islamisme radical, c'est l'islam radical. Boualem Sansal, un islamiste est un musulman impatient. Il se trouve que au-delà de Daesh et au-delà de tout l'islam mondial est traversé par ce courant. Et moi, je ne me place pas d'un point de vue religieux, je me fous éperdument de savoir ce qu'est le vrai islam comme la vraie gauche. Moi, je parle de phénomènes historiques. Je ne parle pas de phénomènes métaphysiques, je parle de l'islam hic et nunc. C'est-à-dire, quel islam aujourd'hui comme phénomène social? Le reste, la religion, c'est pas mon registre, c'est pas, j'y connais rien et je ne veux pas connaître. Et que les musulmans aient lu ou pas le Coran, toutes les enquêtes en France, toutes, du CNRS, de l'IFOP, de la Fondapol, comment s'appelait le truc de l'autre, enfin bref, toutes montrent une chose. Il y a une imprégnation des idées qu'on dira islamistes, je les définirai quelques instants après, dans, disons, 40% de la population générale musulmane et 50 ou 60% de la jeunesse. Et le problème n'est pas seulement la violence qui est assez minoritaire, la réalité c'est que ça nous frappe énormément. Je voudrais ici adresser tous nos, et je crois là on peut s'associer évidemment toute notre affection et toute notre, aux professeurs et à la famille de Samuel Paty. C'est un crime horrible, absolument. Je vous dis associé qui m'est d'emblée, Thomas, je ne vous ai même pas demandé, parce que je vous connais. Donc, au-delà de la violence, ce qui se passe, c'est qu'il y a, comme le dit Elisabeth Badinter, comme le dit Gilles Kepel, vous pouvez trouver que Gilles Kepel, ne pas être d'accord avec Gilles Kepel, c'est pas convenable. Si vous voulez, de traiter comme ça, avec des mots pareils, quelqu'un qui a écrit 40 livres, qui a envoyé beaucoup de thésards dans les banlieues pour faire des enquêtes. Oui, c'est un travail de cochon, d'ailleurs. Non, mais c'est pas... Non, mais je le dis comme je le pense, c'est mon droit. À mon avis, il ne quantifie jamais ce qu'il raconte et donc il raconte des sornettes d'un point de vue scientifique. À mon avis, c'est pas convenable de parler de chercheurs en banlieue de Gilles Kepel est un travail de cochon. Oui, méthodologiquement, il n'est pas là pour vous répondre, donc c'est difficile. Moi, je réponds pour lui, c'est pour ça que je réponds pour lui. Oui. Et je vous le dis, ça n'est pas convenable de parler de chercheurs avec qui vous n'êtes pas d'accord. Comme ça, mais il n'y a pas que Kepel. Il y a des millions d'études qui montrent toutes la même chose. Un séparatisme culturel, une sécession culturelle qui s'appuie sur l'islam. Je l'ai dit, il n'y a pas de problème de laïcité dans notre pays. Il y a un problème avec des expressions de l'islam. Et je vais maintenant essayer de les définir. Qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle l'islamisme? Vous allez le dire effectivement dans un instant. On marque une courte pause parce que vous avez bien posé en fait le sujet. On marque une courte pause bien sûr et puis on continue évidemment autour de ça, de l'islamisme radical et terroriste. L'islamisme radical, ça commence à faire beaucoup bien sûr, mais c'était défini par Hugo Micheron et c'était aussi dans un rapport sénatorial qui parlait d'un islamisme radical. Oui, le problème, c'est que bien sûr. Allez, on va en débattre dans un instant. La vérité en face, on se dit les choses. Sur Sud Radio, Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, comme chaque mercredi matin, Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé, dans un débat autour de cette question, 4 ans après l'assassinat de Samuel Paty, un attentat. La sœur du professeur estime, Michael Paty, qu'il n'y a eu ni réveil ni sursaut depuis l'assassinat de son frère par un islamisme radicalisé. Nous étions en fait sur cette définition. Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé. Elisabeth, vous aviez commencé justement. Oui, alors d'abord, juste pour répondre très vite, parce que je sais que je regarde toujours la montre. Il ne peut pas y avoir de sursaut tant qu'on ne nommera pas les choses et on a toujours peur. Vous voyez bien à quel point nos dirigeants ont du mal. Alors il y a du terrorisme. J'ai parlé l'autre jour du maire d'Arras qui a fait tout un discours complètement hors sol sans prononcer le mot islam ou islamisme. Donc tant qu'on ne nommera pas le mal et qu'on aura peur de le faire, d'être traité d'islamophobie, ça ne marchera pas. Alors, moi je parle d'islam politique, radical,
identitaires, c'est-à-dire de gens qui n'ont peut-être pas lu le Coran, mais pour qui être musulman, c'est d'abord être contre le reste du monde, d'accord ? Ça va en général avec l'antisémitisme, la détestation des homosexuels, la détestation de à peu près tout ce qui est différent. L'islam, quand il est majoritaire, ne supporte pas les minorités. Il faut que les minorités... Ça, c'est l'islam, c'est pas les musulmans. Écoutez, oui, dans tous les pays musulmans, c'est comme ça. Les minorités ne sont pas bien traitées. Vous allez à Saint-Denis, ou je sais pas, dans des villes complètement islamisées, c'est difficile de se balader, je vous l'ai déjà dit, de ne pas être habillé comme il faut être habillé selon la norme islamique. Donc moi, je parle de mœurs, je parle d'une contre-société dans laquelle être musulman, c'est non seulement être plus important que tout le reste, ce qui arrive chez d'autres, mais c'est aussi être contre. Être musulman va avec, alors ça charrie aussi des trucs coloniaux, tout ce que vous voulez, ça va avec, pour ces gens-là, pas pour la moitié, je dirais, qui est concernée, ça va avec être contre la France, contre nos mœurs, contre la société de Koufar. Comment, dans un pays où Philippe Val, ainsi que pratiquement tous les journalistes de Charlie Hebdo sont sous protection policière, où des professeurs doivent être protégés, des intellectuels doivent être protégés, des journalistes doivent être protégés, comment peut-on me dire que ça n'existe pas ? Thomas Guénolé, face à aux arguments d'Elisabeth Lévy, qu'est-ce que vous lui répondez ? Antisémitisme, homophobie, tout ça. Sur ces points, sur Charlie Hebdo, en fait, il faut distinguer de manière rigoureuse les crimes horribles commis par des tarés qui usurpent l'islam et dont la place est au minimum en prison à vie, voire en centre psychiatrique fermé pour jusqu'à la fin de leur jour. Là, je pense à une affaire comme l'affaire Paty où c'est manifestement ça. Et d'autres cas où on a un attentat qui est préparé par une organisation terroriste et qui, elle, est dans un but politique, se revendiquant d'une idéologie totalitaire qui, par ailleurs, est minoritaire de manière absolument écrasante parmi les musulmans de France d'une part et du monde d'autre part. Les études ? Attends, j'y viens. Sondage IFOP, janvier 2024, sur les Français de confession musulmane, puisqu'on parle de l'islam en tant que phénomène social. Vous en avez 84% des Français de confession musulmane qui sont pour les droits des femmes, 79% qui sont pour la République, 67% qui sont pour la laïcité, 82% qui n'ont aucun problème avec le fait qu'un juif porte la kippa en leur présence, 84% qui voient aucun problème à avoir des amis non musulmans et 77% qui sont contre le fait qu'il y ait la charia en France. Et donc, je le répète, est-ce qu'on peut foutre la paix aux Français de confession musulmane qui en ont marre de musulmans de France, bien sûr. Un punching ball, j'allais dire. Et de la même manière, si vous voulez, de la même manière que il serait vraiment dégueulasse de reprocher à des gens de gauche en général les attentats terroristes de la bande Abadher, de la même manière, je trouve complètement idiot de reprocher aux musulmans ou à l'islam en tant que phénomène social, comme on disait tout à l'heure, les attentats terroristes qui se revendiquent d'une chose. C'est pas parce que, puisque vous parlez attendez, c'est important. C'est pas parce qu'il y a des attentats qui sont commis au nom de ce que vous êtes collectivement que ça vous engage. Vous comprenez ? Bon, les sondages, il faut toujours faire attention. Elisabeth, juste, je précise, parce que sur les sondages, c'est vrai. Et sondage IFOP, janvier 2024, tout le monde peut aller vérifier. Il y a un autre sondage qui estime que chez les jeunes, là c'est différent, 3/4 des jeunes musulmans placent les valeurs de la religion avant celles de la République. Ça dépend. Je mets du contexte. Ça dépend de quoi vous parlez, parce que sur la fameuse burqa, mais sur la fameuse burqa, on met dans le même sac la conviction que le port de la burqa c'est bien, qui est un truc rarissime en France, je le répète. Toutes les études là-dessus le confirment. En revanche, il y a une idée avec laquelle moi je suis pas d'accord en l'occurrence, mais qui est que les gens s'habillent comme ils veulent, y compris en burqa. Voilà. Et on mélange tout. Et on mélange tout. Elisabeth, moi je vais venir habiller toute nue alors, comme ça. Mais non, mais si vous voulez, c'est quoi ? C'est un délit, mais moi j'ai rien dit. Une société, je suis désolé, une société, c'est des règles qui normalement devraient même pas avoir à être écrites. En France, on montre son visage à l'autre. En France, on laisse les filles s'habiller comme elles veulent. J'ai pas dit que j'étais pour. Je dis au monde. Et par ailleurs, vous avez pris les trucs qui vous intéressent. Vous n'avez pas pris les sentiments antisémites qui, dans l'enquête de... Alors, je sais plus laquelle c'était, je l'ai pas apporté. Mais c'était 50% de préjugés anti-juifs chez les musulmans. Excusez-moi. Vous ne pouvez pas... Les territoires perdus de la République, vous pensez qu'ils mentent aussi ? Ce sont des profs qui, à 20 ans... Non. Ce sont des profs qui, à 20 ans, d'accord, il y a 20 ans, en 2002, ont raconté ce qu'ils entendaient de leur classe. Hitler, il aurait dû finir le boulot
mort, etc., etc. Elisabeth, le débat n'est pas aujourd'hui autour de l'antisémitisme, mais de la montée de l'islamisme radical. Elisabeth. C'est une des composantes, c'est une des manifestations les plus directes de l'islam radical, c'est la haine des juifs. Mais c'est pas la seule, évidemment, la haine des chrétiens souvent aussi, moins forte, peut-être moins exprimée comme cela. Et encore une fois, je viens de le dire, que c'était pas la violence, même si elle nous frappe, notre problème. On peut vivre, disons, parce que statistiquement, malheureusement, la société peut assumer la violence, elle ne peut pas assumer le séparatisme culturel. D'ailleurs, on a abandonné ce mot parce qu'on a peur d'être traité d'islamophobe. Parce qu'aujourd'hui, être traité d'islamophobe, c'est être en danger. Enfin, Salman Rushdie, ça fait combien de temps qu'il est menacé? Et là, je vous prends, mais on en connaît plein. Donc, moi, ce que je crois, parce qu'il faudrait quand même parler des solutions, en fait. Oui, bien sûr. C'est que, en réalité, on ne leur a rien demandé. Et depuis Creil, au lieu de dire en France c'est comme ça, d'accord, on a laissé filer. Alors après, on a quand même fait la loi de 2024. De 2004, pardon, sur les signes religieux à l'école, qui est à mon avis est une excellente loi. Mais moi, je ne prends pas les musulmans pour des enfants. Je les prends pour des adultes. D'accord, ce sont nos concitoyens à qui nous pouvons dire clairement les choses. Moi, je n'ai pas honte de leur dire qu'il y a certaines pratiques, d'accord, qui sont liées à l'islam, qui me semblent parfaitement contraires aux mœurs françaises. Voilà, je suis désolé, c'est comme ça. Puisque vous parlez, c'est vrai, des solutions, je ne sais pas ce que vous en pensez, Thomas Guénollet, mais à plusieurs reprises, les autorités, l'islamisme radical qui est prôné parfois dans certains lieux, et puis dans certains lieux de confession, etc., dans des mosquées, dans des écoles, dans des associations. Et là, c'est là où peut-être il y a des solutions effectivement à trouver, quoi. Alors, Thomas Guénollet. Je suis content qu'on en parle sous cet angle, parce que c'est très peu débattu, donc c'est une bonne idée. Il y a plusieurs sujets. Il y a le prêche en mosquée et en ligne, parce qu'il y a aussi le prêche en ligne. Il y a les propos tenus en classe, qui est un gros problème. Et puis, il y a les appels au meurtre, à la violence. C'est encore autre chose. Et les associations aussi, en fait. Alors, je parlais des associations parce que ça, il y a du prosélytisme dans beaucoup d'associations. Mais en fait, culturelles, sportives, quoi. Hein, concentrons-nous sur l'acte ou la parole qui pose problème. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a du prêche qui va être sur une vision de l'islam particulièrement obscurantiste, si on appelle les choses par leur nom. Et là, ça soulève une question, enfin, ça pose une question, c'est est-ce que quand on a des croyances religieuses contraires aux valeurs républicaines, est-ce que c'est couvert par la liberté d'expression et la liberté de culte ou pas? Ça, c'est un gros sujet, parce que ça ne concerne pas que l'islam, ça concerne d'autres religions. C'est une vraie question parce que, par exemple, sur l'homophobie, si on s'en tient au dogme, toutes les religions monothéistes sont homophobes, par exemple. Donc, je pose la question, attention, attention, moi, je vous le dis très franchement, sans mauvais jeu de mots, ma religion n'est pas faite sur ce sujet parce que je ne sais pas où doit s'arrêter la liberté d'expression religieuse. J'ai un vrai problème avec le fait que, par exemple, dans le catholicisme, la place des homosexuels est en enfer. Vous voyez, par exemple. Il y a les propos tenus en classe. Pour moi, les propos tenus en classe, il doit y avoir une approche disciplinaire, systématique. En revanche, je suis contre l'exclusion des enfants des établissements. On a déjà eu cette discussion parce que ça, on ne fait que déplacer le problème quand on exclut le gamin. Donc, à mon avis, leur place est dans des internats spécialisés. Il faut les garder dans le système. Je termine. Les appels au meurtre et à la violence, ce sont déjà des délits, et dans ces cas-là, il faut simplement sévir de manière conforme à la loi. Et c'est pas parce qu'on est de gauche, c'est pas parce qu'on est de gauche qu'on est contre la sévérité. Je réserve juste la sévérité aux cas graves. Qui a dû quitter l'école de Mila ou de ses tourmenteurs? Qui a dû partir? Je viens de répondre sur ce qu'il faudrait faire. Je viens de vous écouter. Alors, soyez gentil, ne me coupez pas tous les mots. Oui, mais vous m'interpellez avec une question rhétorique. Pardon. Ne me coupez pas tous les mots. C'est vrai, vous l'avez quand même interpellé. Ce ne sont pas, excusez-moi, ce ne sont pas les élèves islamistes qui ont dû quitter l'école, ce sont les élèves juifs qui ne sont plus à l'école publique dans un certain nombre d'endroits. Pourquoi? Pas à cause de leur religion, et à cause de la haine des juifs des autres. Donc, excusez-moi, je connais un gamin qui est à l'école publique, il a 9 ans, il a 10 ans, dans le 14e arrondissement à Paris. Il a compris tout de suite, lui, qu'il ne devait pas dire qu'il était juif.
Et là, c'est pas forcément des islamistes, c'est juste parce qu'il y a un environnement où il y a beaucoup de musulmans, vous voyez. Et vous mélangez en fait deux choses, et vous passez votre temps à faire des allers-retours, la croyance religieuse, d'accord, ce qui est écrit dans la Bible, ce qui est écrit dans les textes même. Je me fous de ce qui est écrit dans le Coran. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi l'interprétation du Coran, qui est majoritaire aujourd'hui, est littérale. C'est pas vrai. Pardon, Littéral, je suis désolé, je suis un peu ces sujets, je vous assure, allez voir même la mosquée de Paris. La mosquée, quand le recteur de la mosquée de Paris reçoit Rima Hassan, d'accord, vous trouvez que c'est convenable? Vous trouvez que ça n'a rien de l'islam politique, ça? Non. Allez, on poursuit dans un instant avec vous autour de l'islam politique. Je vous poserai en fait une question. Est-ce qu'il y a une montée de l'influence? Les frères musulmans, par exemple, les frères musulmans en France, ils étaient selon des estimations 50 000 il y a 5-10 ans. On dit aujourd'hui, et d'après les chiffres très officiels des renseignements, qu'ils seraient 100 000 et qu'ils auraient une influence de plus en plus grande dans certains quartiers, incitant notamment aussi au port du voile et qui contribuent à la montée en fait d'un certain islamisme radical. Elisabeth Lévy, Thomas Guénolé dans un instant. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Il est 9h51, la vérité en face avec Elisabeth Lévy ce matin et Thomas Guénolé comme chaque mercredi matin pour le débat. L'islamisme radical et terroriste gagne du terrain parmi les jeunes générations de musulmans européens qui se rapprochent de milieux djihadistes. 4 ans après l'assassinat de Samuel Paty, ça a été dit par certains de façon très officielle, que ce soit les services de renseignement ou un certain nombre de chercheur Hugo Micheron, par exemple, qui avait fait une très bonne enquête il n'y a pas si longtemps. Tout à l'heure, je parlais en fait des frères musulmans, de leur influence. 50 000 estimés en France il y a 5-10 ans, plus de 100 000 en fait aujourd'hui, et une forte influence auprès de certains jeunes pour les faire basculer. Thomas Guénolé, qu'est-ce que vous répondez face à cela? Alors, il y a plusieurs choses. Avant toute chose, il y a la question de l'existence ou pas, de manière doctrinale et publique, de ce qu'on appelle un islam des Lumières, un islam explicitement conforme. C'est très important de l'expliciter. Et donc, je pense pas que la mosquée de Paris fera ça, d'abord parce que c'est pas une autorité religieuse digne de ce nom. C'est juste une antenne, c'est un relais d'influence du gouvernement algérien. On va arrêter de raconter des histoires. C'est vous qui décidez qui sont les bons musulmans. Non, je les ai vus. C'est des milieux que je connais. Non, mais allez-y, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. C'est juste pour dire, je pense sincèrement que si ce dont on parle, c'est de la lutte d'influence entre différents courants politiques, religieux, se revendiquant de l'islam, il est vraiment urgent que soit porté sur les fonds baptismaux, si vous me passez l'expression, une charte de l'islam gallican. C'était une proposition qui avait été faite par Jean-Pierre Chevènement. Islam gallican. Islam gallican, islam de France. Et je pense que c'est très important que ça soit défini par la société civile française de confession musulmane. Et donc permettez-moi, sans être grandiloquent, de lancer un appel aux gens qui sont des Français de confession musulmane, de la société civile. Dépêchez-vous de faire ce travail de définition d'une sorte de charte sur ce qui est largement majoritaire chez les Français de confession musulmane. Chevènement, Sarkozy l'avait relancé. Non, mais ce serait mieux que ce soit fait par des musulmans et pas par Chevènement, Sarkozy et compagnie. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Et donc, à ce niveau-là, j'en connais d'ailleurs un certain nombre. Je pense à la Fondation pour l'Islam de France, dont je salue le travail. Ce serait une bonne chose que ce travail-là soit fait de définition de ce que l'islam de France est, plutôt que de juste répéter ce qu'il n'est pas. Bon, d'accord. Bon, je viens de noter comme pense-bête de vous offrir un livre, mon cher Thomas, qui s'appelle Une chambre en ville, je crois, de Omar Youssef Souleymane. Omar Youssef Souleymane, c'est un jeune homme qui était syrien, dont la famille était très islamiste. Ils ont été en Arabie Saoudite. Je pense qu'ils étaient vraiment proches même de Al-Qaïda, etc. Il a échappé à tout ça par la littérature. Il a fini par arriver en France. Il s'installe à Bobigny. Que trouve-t-il à Bobigny? Les mêmes que ceux auxquels il a échappé en Syrie, en Arabie Saoudite, etc. Les mêmes. Il raconte cela. C'est pour ça que moi, ce qui me frappe, en fait, c'est que les témoignages qui sont, mais légion,
de musulmans. Quand Kamel Daoud vous parle de ce qu'il voit en France, quand Boualem Sansal vous dit que nous sommes foutus, et Dieu sait qu'ils connaissent, si vous me permettez, excusez-moi, c'est des gens qui ont vécu en Algérie, qui vivent toujours en Algérie, ils connaissent. Non, quand ils retrouvent ici, bien pire, quand ils retrouvent les mêmes lâchetés, moi je vous le redis, quand nos dirigeants ont tellement de mal à prononcer le mot islamisme, quand ils parlent de terrorisme, un attentat. Oh, pouf, pouf, on ne sait pas d'où ça vient. Pourquoi? C'est parce que l'islam fait peur aux gens. Il faudrait quand même... Alors, je dis... Mais c'est une bonne idée, ce que dit peut-être Thomas. Tout le monde Écoutez, moi je vais vous dire, c'est pas à nous d'organiser l'islam, c'est à l'islam de s'organiser. Par ailleurs, il y a une chose sur laquelle on va pouvoir finir sur un accord, c'est le problème de l'islam consulaire. Encore une fois, c'est pas moi qui décide, c'est la mosquée de Paris, c'est des bons musulmans ou pas. Ce que je sais, d'accord, c'est que leur politique, leur intervention dans la vie politique française est délétère et va toujours dans le sens de nos ennemis. C'est un relais de l'Algérie, il faut le dire à l'antenne. Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est le déni, et je suis désarmé face à ça. Et je crois que si on ne sort pas de ce déni, si on n'écoute pas plutôt Michael Paty que Thomas Guénolé, pardon Thomas, eh bien, ce pays est foutu. Et c'est évidemment pas, je sais très bien qu'à la fin, nous avons le même but, hein, on veut une société ouverte, libre. Donc, vous vous trompez, Thomas, et j'espère vous convaincre, parce que le combat, on doit le mener effectivement avec... S'il y a une moitié de musulmans qui sont travaillés par l'islamisme, moi, je retiens qu'une moitié, au contraire, veut être débarrassé de cela. Soyons de leur côté à eux, plutôt que du côté des frères musulmans. Merci. J'ai jamais été du côté de qui que ce soit sur ces sujets, mais jamais. Non, attention. Thomas Guénolé, Elisabeth Lévy, merci. On vous retrouve mercredi prochain, mais ça continue. Dans un instant, c'est Valérie Expert. André Berkoff, tiens, il reviendra sur cette question, notamment avec son invité tout à l'heure à 13h. Louise El Yafi, c'est une avocate franco-libanaise qui a écrit La femme est un islamiste comme les autres aux éditions du CERF. Et puis il y aura d'autres débats ce soir, les vraies voix, et demain. Comment? Vous lui direz que ça n'existe pas. Voilà. Vous lui direz que c'est minoritaire. Je vous retrouve demain, 9h, 10h, bien sûr aussi. Et nous aurons un autre débat entre Alex Darmon et puis Éric Tegner. Parce que vendredi, je ne serai pas là, je serai à Lyon pour les 30 ans de Lyon Capitale. Et nous aurons des personnalités lyonnaises à ce micro dans La Vérité en face. On se dira beaucoup de choses également aussi sur Lyon. Allez, dans un instant, c'est Valérie Expert, Gilles Gansman.